Salut, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur le mutisme sélectif. Si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo, le lien est par là et vous pouvez aussi trouver le lien en description. Une fois que vous avez vu la première, vous pouvez revenir ici. Petit disclaimer, ce que je raconte dans cette vidéo, ça part en grosse partie de mon expérience personnelle, en plus petite partie de ce que j'ai lu sur internet, des reportages que j'ai regardés, etc. Donc il se peut que je fasse quelques généralités, mais bien sûr tout le monde est différent, chaque personne est différente, et donc chaque mutique est différent. C'est juste quelques tuyaux pour vous aider à repérer les personnes mutiques, et pour les personnes mutiques à essayer de s'en sortir. Mais ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas une réalité exacte, c'est plutôt ma réalité à moi. Donc en fait je fais une deuxième vidéo parce que depuis la première, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que j'avais encore 1000 choses à dire dessus. Premièrement, j'aimerais insister sur le fait que le mutisme sélectif c'est une phobie. Pour prendre des comparaisons, demander à un mutique de parler, c'est pareil que de demander à quelqu'un qui a le vertige de faire du saut en parachute ou du saut à l'élastique. Pour un arachnophobe, de prendre une mygale dans les mains. Enfin, on pourrait donner 1000 exemples comme ça. Si vous avez une phobie, vous pouvez probablement mieux vous mettre à la place de quelqu'un de mutique. De comprendre que c'est une peur complètement irrationnelle et qui est très difficile à surmonter. Ensuite, je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'ai pas pensé à mentionner dans ma première vidéo, ou alors très peu, c'est-à-dire les symptômes physiques. En fait, le mutisme sélectif, ce n'est pas seulement oral, c'est aussi une fermeture au niveau physique. Les mutiques ont souvent le visage plutôt inexpressif, le corps fermé, une peur de montrer ses émotions, une peur de sourire, une peur de rire. Beaucoup de mutiques ont une position figée avec les bras serrés contre leur corps ou les mains toujours dans les poches. Lorsqu'ils sont assis, ils auront aussi une position fermée avec les bras et les jambes croisées sous leur chaise, à toujours essayer de passer le plus inaperçu possible. Moi, à l'époque où j'étais mutique, j'aurais bien aimé avoir la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Il y a quand même quelques moments où je me lâchais un peu les dernières années de primaire, c'était quand je faisais du hula hoop. Ouais, bon, je me lâchais un peu moins que ça quand même, hein. Le physique est tellement figé que même quand on pose des questions, en tout cas moi c'était comme ça, même pour dire oui ou non de la tête, bah je le faisais tellement de façon minime que parfois on ne captait pas le mouvement de ma tête et que les gens pensaient que j'avais absolument pas répondu. Donc au lieu de faire un grand oui franc ou un grand non franc, bah c'était des tout petits. Et du coup, même au niveau de la gestuelle, c'était compliqué pour moi de m'exprimer. C'est pour ça que j'avais parlé de faire de la danse, que ça peut aider justement à bouger son corps et à avoir un premier déclic pour sortir du mutisme. Ensuite, il y a aussi beaucoup de ressentis physiques dans le corps. C'est des ressentis liés au stress en fait. Si on est confronté à un moment où on pense que quelqu'un va attendre de nous qu'on parle, qu'on s'exprime, on va se retrouver dans un grand état de stress, on va avoir des palpitations au cœur, les mains moites, des tremblements, une sensation de chaud puis de froid, puis on peut aussi avoir une boule au ventre, des crampes au ventre, et ce que j'avais beaucoup aussi c'était une boule dans la gorge, comme si ma gorge se fermait, comme si elle allait m'empêcher de produire le moindre son. Et en fait, tous ces symptômes physiques, bah, ils sont extrêmement fatigants pour les personnes mutiques. C'est très épuisant, c'est comme les personnes qui font des crises d'angoisse en fait. Ensuite, je voulais aussi vous donner des exemples concrets. Des exemples de situations de la vie de tous les jours qui vont paraître hyper faciles et banales pour la plupart des gens, mais qui vont être extrêmement difficiles pour les personnes mutiques. Par exemple, un enfant mutique qui est en classe en train de suivre le cours, ne va pas pouvoir demander pour aller aux toilettes. À part s'il arrive à passer le cap d'écrire et de demander à l'écrit, c'est une possibilité, mais si l'enfant mutique n'ose même pas écrire, ben il ne pourra pas demander d'aller aux toilettes, et il va se retrouver très souvent, pendant des heures, à devoir se retenir et avoir des douleurs à la vessie, en fait. Moi, j'ai eu énormément ça quand j'étais enfant, et je suis étonnée de ne jamais avoir eu d'infection, d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance, parce que je me retenais vraiment des heures et des heures durant, quoi. J'attendais toujours la récréation pour pouvoir aller aux toilettes sans demander. Une autre situation en classe, c'est de ne pas pouvoir dire qu'on n'a pas compris un exercice. Du coup, ben, on se retrouve à devoir se débrouiller tout seul, à parfois avoir des mauvaises notes parce que simplement on n'a pas compris et on aurait pu juste avoir une nouvelle explication et très bien y arriver, quoi. Par contre, ça a aussi certains avantages, mais ça, j'en parlerai après. Un autre exemple qui m'est déjà arrivé,
c'est de me retrouver punie au coin alors que je n'avais rien fait. Je ne sais plus exactement quelle était la situation à l'époque, mais c'était, je crois, une histoire de boîte à tartines, peut-être un gamin qui avait dit que j'avais piqué sa boîte à tartines, enfin je sais plus. Mais je m'étais retrouvée pendant 1 heure au coin alors qu'en fait j'avais absolument rien fait. Et j'ai pas pu m'exprimer et j'ai juste dû subir le moment, quoi. Et voilà, n'importe qui peut dire des choses sur nous sans qu'on puisse dire le contraire, en fait. Aussi, si quelqu'un nous fait du mal, ben on va pas pouvoir le dire. On peut se retrouver avec des gamins qui nous mettent des chewing-gums dans les cheveux et ne pas le dire, avoir des croche-pieds, être bousculés, qu'on nous tire les cheveux, qu'on mette des cailloux dans notre sac, enfin, je pourrais citer 1000 exemples comme ça qui m'est arrivé, mais j'ai jamais pu rouspéter, et j'ai jamais pu prendre ma défense, en fait. Aussi, quelque chose qui, je pense, a encore un peu des conséquences aujourd'hui, même si ça va de mieux en mieux, c'est que à l'époque, j'avais très très peur de marcher seule dans la rue, dans des endroits que je ne connaissais pas. Parce que, en fait, j'avais peur de me perdre, de pas pouvoir demander mon chemin, puisque je ne parlais pas. Et du coup, je me retrouve avec un très mauvais sens de l'orientation. Pendant des années, je faisais toujours exactement les mêmes circuits. J'allais toujours de la maison à l'école, de l'école à la maison, et j'essayais jamais de trouver des raccourcis, et de rester plantée comme une biesse à être figée et à pas pouvoir dire à qui que ce soit que j'étais perdue, en fait. Une autre situation classique, c'est les camps de vacances en été. Bon, peut-être que tous les mutiques ne se retrouvent pas dans des camps de vacances. Je pense que c'est des choses qui arrivent selon ce que veulent les parents. Donc pendant les camps de vacances, étant donné que je ne retournais pas à la maison pendant souvent plusieurs semaines, 1 semaine, 2 semaines, ça dépendait, eh bien je ne parlais pas pendant tout ce temps. Donc 2 semaines d'affilée, jour et nuit, à ne plus prononcer un seul mot. À part la nuit, apparemment, il m'arrivait de parler dans mon sommeil et une copine m'avait entendu. Mais voilà, du coup, je ne parlais pas et quand je rentrais à la maison, bah il fallait que je me rattrape. Et là, je parlais sans cesse et je racontais le moindre détail de tout ce qui s'était passé pendant le camp de vacances. Et ma famille, elle en pouvait plus. À chaque fois que je rentrais de camp de vacances, c'était le même scénario. Et c'était vraiment un moment donné où je parlais énormément. Et pourtant, j'ai un frère qui parle énormément et qui, la plupart du temps, ne me laisse pas parler, en fait. Je sais qu'il fait pas exprès, je lui en veux pas, mais c'est un peu chiant. Et du coup, la plupart du temps, j'avais pas trop ma place pour parler, mais quand je revenais des camps de vacances, là par contre j'explosais et je pouvais plus m'arrêter. Et là c'était moi qui prenais le rôle de celle qui empêche les autres de parler, tellement il fallait que je sorte tout ce que j'avais enfermé pendant plusieurs semaines, en fait. Un autre point que j'aimerais aborder aussi, c'est les psys. Parce qu'en fait, ma mère m'a emmené voir des psys quand j'ai commencé à être mutique. Donc à l'âge de 6, 7, 8 ans, je sais plus exactement combien de temps ça a duré. Il me semble que j'ai vu 3 psys différents, quelque chose comme ça. Les moments où je me suis le plus ennuyée dans ma vie, c'était à la récréation à l'école. Comme je vous avais dit, je regardais l'heure toutes les 2 minutes parce que j'en pouvais plus et je voulais que ça avance. Et chez le psy. Parce qu'en fait, je pouvais pas parler au psy, donc les psys ils savaient pas quoi faire, ils étaient là face à moi, à rien faire. Au début, ils me disent 2-3 phrases, ils essayent de me faire parler, et puis ils voient vite que ça fonctionne pas, et ils savent plus quoi faire, et je pense que les psys que j'ai vus n'étaient pas du tout formés au mutisme sélectif. Donc s'il y a des psys qui passent par là, s'il vous plaît, renseignez-vous, parce que c'est important, et que c'est la seule façon d'aider les mutiques, c'est de se renseigner, en fait. J'ai vu des reportages où il y a des méthodes pour aider, peut-être que j'en ferai une autre vidéo un jour, je ne sais pas. Mais il y a des solutions et c'est important de prendre en charge les mutiques le plus tôt possible. Parce que plus tôt c'est pris en charge, plus vite ils vont réussir à sortir du mutisme et plus vite ils vont avancer dans la vie, en fait. Donc voilà, je m'ennuyais énormément chez les psys. Parfois je dessinais, mais à dessiner pendant 1 heure à chaque fois, enfin, j'avais pas forcément envie. C'est pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, et moi j'étais là un peu contre mon gré parce que ma mère voulait absolument, mais moi ça m'a pas aidée, en fait. Et qu'en plus de ça, ça me renvoyait au fait que j'avais un problème et que le problème il se réglait pas, et enfin, ça me stressait encore plus. J'avais juste l'impression d'être pas normale et que j'étais face à quelqu'un que je connaissais pas, qui attendait quelque chose de moi, et moi ça me stressait encore plus. Ça me faisait réfléchir beaucoup sur moi-même tout le temps. En fait, à chaque fois que j'étais dans le silence quelque part, je passais ma vie à réfléchir, parce que c'est tout ce que j'avais à faire, j'étais juste enfermée dans ma tête.
Il m'arrivait aussi de compter jusque 10 000 dans ma tête juste pour passer le temps. C'est pour ça que je comparais un peu ça à une prison. Et donc voilà, peut-être qu'il y a des psychanalystes qui peuvent fonctionner, peut-être que si les psys étaient formés au mutisme sélectif, ça pourrait aider, mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça a fait le contraire de m'aider. Et je me souviens une fois, on m'avait mis un casque sur les oreilles pour me faire passer des sons à gauche et à droite. On m'avait demandé de lever la main à chaque fois que j'entendais un son d'un côté, sûrement pour voir si j'entendais correctement. On m'avait fait passer quelques tests comme ça, mais qui avaient absolument rien à voir en fait. J'ai pas trop compris. Après, c'est peut-être des tests basiques qu'on fait passer à plein d'enfants, j'en sais rien, mais moi, je voyais pas l'intérêt, en fait, j'entendais très bien, c'était pas ça le problème. Puis il y avait aussi un test qui m'a marqué, où il y avait plein de photos de personnes, et il fallait les classer par la personne qui m'attirait le plus confiance, et celle qui m'attirait le moins confiance. Et je me souviens que j'avais énormément de mal à choisir les personnes. Je les avais observées super longtemps, et dans ma tête, je cogitais en mode... celui-là, il a pas l'air super sympa, mais peut-être que c'est parce qu'il va pas bien, et peut-être qu'en vrai, il est sympa, parce que les gens, ils sont jamais comme on le voit sur leur visage. Il faut connaître les gens pour savoir si on peut leur faire confiance. Enfin, je cogitais à mort comme ça, et je me disais, et si je réponds mal, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va me juger? J'avais 6 ou 7 ans quand j'ai passé ce test-là, et je me souviens que je cogitais tellement que j'ai dû passer 1 heure à passer un test simple qui aurait pu prendre 5 minutes, en fait. Enfin, voilà mon expérience avec les psys à l'époque. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains avantages au mutisme sélectif parce que, par exemple, en classe, vu qu'on n'a pas l'occasion de demander de l'aide, bah, on est obligé d'hyper écouter, d'hyper observer tout le temps et d'être hyper concentré tout le temps. C'est assez usant, mais c'est comme ça. Donc les personnes qui sont touchées ou qui ont été touchées par le mutisme bah, ont une très très grande capacité d'écoute et une très très grande capacité d'observation. Et je sais pas si c'est lié au mutisme ou quoi, mais je sais que je suis une personne hyper empathique et ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de mutiques qui soient comme ça aussi. Parce que le fait d'observer beaucoup les gens, de les écouter, bah forcément, je pense que ça crée de l'empathie. Et ce truc d'observation, bah on observe vraiment le moindre geste de chaque personne, enfin... On est toujours dans notre coin, mais on est toujours en train de regarder ce qui se passe autour de nous. On essaye d'analyser toujours comment fonctionnent les autres. Enfin, moi c'est ce que je faisais en tout cas, parce que j'avais rien d'autre à faire. À part ça et cogiter dans ma tête, bah... Aussi, dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé de quelques conseils pour s'en sortir. Et depuis, j'ai pensé à d'autres choses. En fait, moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, en particulier un jeu vidéo en ligne. Un MMORPG, c'est-à-dire un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Et je pense vraiment que ça m'a aidé à créer du contact. Parce que tu tombes sur des gens, tu commences forcément par dialoguer à l'écrit, au clavier du coup. Et forcément, bah, ça crée du contact sans avoir la personne en face de soi, et du coup c'est beaucoup plus facile. Donc en fait, je conseillerais aux mutiques de jouer à des jeux vidéo de ce type. Par contre, faites attention de pas non plus en abuser et pas devenir addict parce que ça peut vraiment faire perdre beaucoup de temps. Mais occasionnellement, je pense que ça peut être une bonne chose. C'est grâce à ça que je me suis retrouvée à rencontrer certaines personnes, que je me suis retrouvée toute seule à faire des voyages de Belgique à France, parce que j'habite en Belgique. Et sortir de chez soi comme ça et faire des voyages, bah ça force du coup à être plus autonome et à s'organiser pour savoir comment prendre le métro, comment faire ceci, cela, de tester des nouvelles choses quoi. À sortir de ma zone de confort. Et du coup, oui, de créer ce contact avec des gens qui, en plus de ça, ont une passion commune qui est ce jeu vidéo. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est de faire en sorte d'augmenter l'estime de vous-même. Bon, je ne vais pas là maintenant vous donner 1000 astuces pour augmenter l'estime de vous-même, parce que ce serait beaucoup trop long. Peut-être que je songerai à faire une vidéo là-dessus aussi, un de ces quatre. Mais je pense que augmenter l'estime de vous-même, bah forcément, ça va vous donner plus de clés pour pouvoir aller parler à d'autres personnes. Donc voilà des nouvelles choses à faire. Et dans les choses à ne pas faire, j'en avais cité aussi dans la précédente vidéo, et encore une fois, il y a d'autres choses qui me sont venues en tête depuis. À ne pas faire du chantage. Donc les personnes qui essayent de faire parler les mutiques, ne faites pas de chantage parce que ça fout la pression pour rien. Exemple, ma mère, qui pensait sûrement bien faire, avait décidé que je ne pourrais pas dormir chez des copines tant que je ne parlais pas.
Alors, non seulement c'est du chantage et ça fout la pression, mais en plus de ça, bah ça casse le contact avec les gens et du coup ça renforce encore plus dans le mutisme. C'est exactement l'inverse qu'il fallait faire, c'est justement me laisser aller dormir chez des copines et peut-être que le soir, posé dans des lits côte à côte, à pas avoir vraiment de contact visuel mais avoir la personne à côté de soi, bah ça aurait été plus facile pour parler. Je sais que quand j'ai recommencé à parler, les moments où j'étais la plus pipelette du monde, c'était justement le soir, couché comme ça, il y avait pas le contact visuel et en fait, c'est beaucoup plus facile parce que tu ressens pas la pression de l'autre sur toi. Donc si des parents passent par là et qu'ils ont un enfant mutique qui a un copain ou une copine, faites en sorte qu'ils dorment chez l'un ou chez l'autre le plus souvent possible en fait. Et même si votre enfant ne parle pas tout de suite et qu'il lui faut des semaines, voire des mois, ben au moins ça lui fait un contact social d'une certaine manière. Une autre chose qui m'a fait du bien, pendant quelques années de primaire, c'était d'aller tous les mercredis après-midi chez une amie. Ses parents étaient vraiment chouettes, et puis on partait faire du sport ensemble aussi. Une autre chose à ne pas faire, bah, c'est de gronder l'enfant qui n'a pas voulu parler. Encore une fois, bah, ça fout la pression. Et tout ce qui est pression, bah, ça empêche l'enfant de parler. Le mieux à faire, c'est justement tout l'inverse, c'est d'enlever toute cette pression, d'essayer de faire en sorte que le ou la mutique soit dans un cadre où on lui retire tout le stress possible. En gros, faire en sorte de lui retirer tout ce qui peut lui engendrer des angoisses. Alors, un dernier point que j'aimerais aborder, qui m'a fait beaucoup réfléchir depuis la dernière vidéo, c'est que ça fait des années que je dis que j'ai été mutique à partir de l'âge de 6 ans, mais à force de regarder des reportages, de chercher encore des choses sur internet, je me suis rendu compte que les mutiques sont souvent mutiques avant que l'entourage ne le réalise en fait. Et je me demande si à l'âge de 6 ans, c'est pas justement là que mes parents ont commencé à réaliser, que ma mère a commencé à énormément stresser, et du coup ça m'a marqué. Mais je pense que j'ai été mutique avant, mais à plus petite échelle. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à des détails à l'époque. Je pense que je parlais quand même à 2 amis, que je parlais aussi au reste de ma famille, à mes tontons, etc. Mais que je parlais déjà pas beaucoup à l'école en fait. Je pense que c'est ancré en moi depuis vraiment encore plus longtemps que ça, que j'ai toujours fonctionné comme ça avant mes 18 ans en fait. Parce que un détail vraiment bête, hein, c'est que je me souviens d'un gamin, je devais être en maternelle, je devais avoir 4 ou 5 ans, donc un petit camarade de classe qui m'avait demandé de quelle couleur étaient les crayons. À mon avis, il devait être daltonien parce que dans mes souvenirs, il m'avait demandé ça c'est bleu ou c'est rouge. Enfin, il m'avait posé une question comme ça. Et moi, j'ai pas su répondre. Pas parce que je ne le savais pas, bien au contraire, mais je pense vraiment que le mutique était déjà là. Et puis j'ai un autre exemple qui s'est passé à peu près à la même période. Je me souviens qu'on avait distribué des chewing-gums à tous les gamins, qu'on nous avait laissé les mâcher pendant un moment, et puis qu'après, il y avait une institutrice qui était repassée auprès de tous les enfants pour récupérer les chewing-gums et les jeter à la poubelle. Sauf que moi, j'avais avalé le mien. J'avais pas l'habitude d'en manger, je savais pas qu'il fallait pas les avaler. Et j'ai pas su dire à l'institutrice que je l'avais avalé, et je crois qu'ils étaient 2 ou 3 instits à regarder dans ma bouche comme ça, où est-ce qu'il est le chewing-gum, et ils l'ont pas trouvé, donc cette fois-là aussi j'avais pas pu parler, donc à mon avis le mutisme était présent. Et il s'est amplifié à l'âge de 6 ans quand je suis passée en primaire et que je me suis fermée encore plus. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, enfin il faut pas s'affoler si votre enfant est un peu timide ou quoi, hein, ça arrive à beaucoup de gamins. En fait, n'angoissez pas tout court, même s'il est mutique, pour ne pas transmettre votre angoisse à votre enfant. Mais il est possible que votre enfant soit mutique. Là, je parle aux parents, hein, principalement. Mais il est possible que votre enfant soit mutique avant même que vous ne vous en rendiez compte, en fait. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Je vous mets des liens sur le mutisme sélectif en description. Les mêmes liens que j'avais mis sur ma précédente vidéo. Pensez à regarder les descriptions, il y a toujours des choses. Par exemple, il y a le témoignage d'une autre ancienne mutique qui a fait aussi une vidéo sur YouTube l'année dernière. Encore une fois, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des personnes. Et vous pouvez toujours me laisser un petit pouce positif, vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. J'aime pas forcément le répéter à chaque fois, mais si je le dis pas, les gens n'y pensent pas forcément. Et voilà, donc je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!